Bonsoir. Les États-Unis d'Europe naîtront-ils lundi dans la bourgade de Maastricht, en Hollande? Les réponses à cette question déterminante pour l'avenir de notre continent sont si diverses et si différentes qu'il est aujourd'hui impossible de prévoir le résultat de ce prochain sommet des 12. Michel Vauzel, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui sort de l'Élysée, bonsoir, bonsoir, nous donnera son sentiment et celui du chef de l'État. Un sentiment partagé, j'imagine. L'espoir d'établir une véritable carte d'identité européenne est en effet contrarié par les réticences de certains pays qui ne veulent pas perdre la leur. Par exemple, l'Angleterre. Memona Interman et Robin Teboul en reviennent. Brentford oublie la récession comme elle peut. Cette petite ville ouvrière du sud-ouest de l'Angleterre s'accroche à son équipe de 3e division. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Brentford s'accroche aussi à un espoir, l'Europe. Ici, on comprend mal les hésitations du Premier ministre Major. Cet homme a peur de prendre une décision. Sur le traité, il ne sait pas s'il doit dire oui ou non. Major doit cesser d'isoler la Grande-Bretagne. Il faut s'intégrer à la communauté européenne. À quelques kilomètres de Brentford, le charme et l'aisance de Richmond-sur-Tamise. Ici, on veut sauvegarder la souveraineté britannique, la reine, l'histoire. L'Europe est vue comme un prédateur dont il faut se méfier. Je ne fais pas confiance aux bureaucrates. Je ne leur fais absolument pas confiance pour l'organisation, pour la création des lois dans une perspective fédérale des États-Unis d'Europe. Cette peur d'un mastodonte continental marque la classe politique à Londres. Mais les travaillistes, traditionnellement anti-européens, se sont récemment adaptés à leur électorat. Je crois qu'il sera presque impossible pour nous de rester isolés des mouvements vers l'Europe. Et donc, s'il y a quelque chose qui est vraiment inéluctable, on doit accepter ça avec enthousiasme. Un de ces jours, je vais brûler ce drapeau. Sur un ton humoristique, c'est la confession de Patrick Robertson, 23 ans, secrétaire général du groupe de Bruges, un lobby anti-européen influent aux Communes, partisan de Mme Thatcher. Nous voulons une espèce d'union d'États souverains, un peu comme le grand président de Gaulle qui savait bien quelle forme d'Europe il fallait créer, au lieu d'avoir une Europe centralisée avec un 13e joueur, si vous voulez, la communauté qui deviendrait plus importante de ses pays membres. Aujourd'hui, les héritiers de Churchill sont loin de son appel, il y a 46 ans, en faveur des États-Unis d'Europe. L'aventure imaginaire de 12 Européens sur un bateau vu par un leader conservateur en dit long. Les Français feraient la cuisine, les Anglais la mangeraient, les Allemands donneraient les ordres et les Anglais superviseraient l'ensemble. Les Italiens feraient les vêtements. Je ne vois pas très bien ce que les autres pourraient faire. Mais la perspective de l'unification reste une obligation. Et c'est pourquoi ici, toutes tendances confondues, on se méfie des grands discours sur l'Europe, on veut simplement des plans d'action précis. Quant à la France, la position officielle est connue. François Mitterrand milite pour l'Europe depuis fort longtemps, mais ce militantisme se heurte à de fortes résistances. Jérôme Catala. À l'approche du sommet de Maastricht, la méfiance naturelle du RPR à l'égard de l'Europe s'accroît. Et à Angers, dans un département majoritairement rural, Jacques Chirac a trouvé un public réceptif. Ici, beaucoup, et notamment les agriculteurs, craignent les conséquences d'une Union européenne trop poussée. Le président du mouvement gaulliste ne les a pas détrompés en déclarant qu'à Maastricht, on se trompait d'Europe. Il faut reconnaître que les discussions actuelles sur l'Europe ont quelque chose d'un peu surréaliste. Lorsqu'on sait qu'à 1h30 d'avion d'ici, on se bat, que des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants en Yougoslavie depuis 6 mois se font massacrer et que l'Europe est incapable de prendre la moindre initiative, en particulier sur le plan économique. Prudence donc de Jacques Chirac sur cette question européenne, d'autant qu'au sein même du RPR, certains, comme Philippe Séguin, sont franchement hostiles à la construction européenne qui se dessinera à Maastricht. Une position très proche de Jean-Pierre Chevènement. Le député maire de Belfort, opposé à la majorité du PS, refuse notamment la dilution de l'identité nationale dans la future Europe. A l'inverse, les plus favorables à une union économique et politique européenne se trouvent à l'UDF. Les centristes surtout appellent de tous leurs vœux la réussite du sommet. Un enthousiasme qui semble avoir déteint sur l'ensemble du parti de Valéry Giscard d'Estaing. Pour preuve, le président de l'UDF reçu ce soir à l'Élysée a insisté sur la notion de fédéralisme. Discussion à l'heure actuelle pour savoir si le mot fédéral
La vocation fédérale de la communauté sera maintenue dans le traité d'union politique. Nous demandons que cette formule y soit maintenue. En fait, comme le Front National qui n'a pas été consulté par François Mitterrand, seul le Parti communiste rejette en bloc la future Europe. À ces hésitations ou ces nuances politiques, il faut ajouter des réticences de nature économique. Certaines professions craignent les conséquences de l'ouverture des frontières. Les transitaires, par exemple, se sentent d'ores et déjà condamnés et pour le faire savoir, bloquent des postes frontières importants. Reportage dans le Nord-Pas-de-Calais d'Olivier Chaplet et Olivier Mélan. 6h30 ce matin, Requem, l'un des 40 postes frontières franco-belges, on ne circule plus. Transitaires et commissionnaires en douane, patrons et employés cadenassent la frontière. Une opération exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. La disparition programmée de leur corporation, condamnée par le grand marché unique. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, il y a des sociétés qui vont perdre leur outil de travail. C'est pas concevable au sein d'une Europe qu'on dit généreuse. Chargés d'établir les formalités douanières pour le compte de l'État, 80 entreprises sont aujourd'hui menacées de faillite dans le Nord, entraînant 5000 suppressions d'emplois sans perspective de reconversion. On est à la porte de 92, ça signifie qu'il nous reste un an. Tous les gens, tous les déclarants, ou en grande majorité, ont appris leur métier sur le tas. Je veux dire, aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire demain. À partir du moment où ils seront licenciés, ils ne sauront rien faire d'autre. Malgré quelques divergences de stratégie entre patrons et salariés, le mouvement prenait fin en milieu d'après-midi avec la levée des barrages. La profession attend désormais le 16 décembre, date retenue pour rencontrer Martine Aubry au ministère du Travail. Michel Vauzel, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez de l'Élysée, vous avez été reçu par le chef de l'État. Alors, quelle est son intuition, échec ou succès à Maastricht? Je ne suis pas son porte-parole. Vous ne l'êtes plus? Je ne le suis plus, et donc il faudra lui poser la question à lui-même. J'ai eu le sentiment en tout cas de rencontrer un constructeur de l'Europe qui a la foi dans ce qui va se passer à Maastricht, et qui pense comme nous tous, en tout cas la grande majorité des Français semble-t-il, qu'il faut que l'Europe maintenant s'organise d'une autre manière. Ça n'est plus une communauté économique seulement, ça doit devenir une union politique. Alors ça c'est un sentiment que vous exprimez, mais quelle est votre intuition sur Maastricht? La vôtre? La mienne. La mienne est que Maastricht est un élément indispensable de construction européenne pour rendre plus solide le pôle qui est à l'ouest du dispositif européen. Car il se prépare en ce moment dans l'ex-Union soviétique, en Europe orientale et en Europe centrale, en Yougoslavie, il se passe des choses en ce moment qui sont dramatiques ou qui peuvent le devenir. Par conséquent, nous ne pouvons pas concevoir d'affronter la situation probablement dramatique que nous connaîtrons dans le courant de l'année 1992 sans avoir en effet un pôle qui soit sûr sur le plan politique, qui soit cohérent. Ce qui n'est pas le cas, l'Europe ne donne pas l'exemple, elle semble particulièrement et singulièrement impuissante. Je crois qu'il faudrait que les hommes politiques essayent de faire un peu de pédagogie et non pas de démagogie si c'est possible. Il ne faut pas renvoyer dos à dos en ce moment les Français ou les Européens qui veulent défendre leur identité nationale ou leur identité culturelle. C'est le cas de peuples de Yougoslavie, c'est le cas des Français, c'est le cas des Britanniques, on vient de le voir tout à l'heure. Et puis ceux qui veulent, parce qu'ils sentent que c'est nécessaire, l'unification sur le plan économique ou pour la défense de l'Europe. Donc il faut faire la synthèse entre les deux choses. On peut tout de même bien préserver son identité nationale, son identité culturelle, et puis en même temps se réunir. Mais en ce moment, on oppose les deux camps, ce qui me paraît être un mauvais service à rendre à nos compatriotes européens et français. Oui, mais Michel Vauzel, c'est ce qu'on perçoit. Il y a deux mouvements qui effectivement s'opposent, un mouvement vers l'union que vous incarnez, et cette montée des nationalismes. J'ai le sentiment que la montée des nationalismes, le second mouvement, est en train de l'emporter. Eh bien, pour éviter qu'il l'emporte, il faut expliquer à tous nos compatriotes de France et d'Europe, y compris à nos compatriotes européens de Yougoslavie, qui est un cas terrible, qu'on peut à la fois défendre son identité et mieux la préserver dans un ensemble comme l'Europe, qui a les moyens économiques pour ce faire. Or, en ce moment, on renvoie, le cas échéant, dans le camp des nationalistes, précisément, des gens qui souhaitent tout simplement qu'on leur dise non, vous pourrez rester français dans la grande Europe que nous construisons. Alors, ceci n'est pas clair, il faut l'expliquer. Alors, lundi, que va faire la Grande-Bretagne? Valéry Giscard d'Estaing, on vient de l'entendre, souhaite que le mot fédéral ou fédéralisme apparaisse. Ce n'est pas du tout l'avis de John Major. Mais franchement, je crois qu'il faut en ce moment essayer d'atteindre les réalités et ne pas se limiter à des bagarres de mots ou des batailles de mots. Parce qu'à ce moment-là, en effet, on va confronter d'un côté les fédéralistes et puis alors les nationaux de l'autre. C'est le pire service qu'on puisse rendre à nos concitoyens, parce qu'à ce moment-là, en effet, on va accroître le camp des nationalistes et des anti-européens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. D'accord, mais si l'on ne choisit pas, on risque d'aller vers une Europe tiède. Non.
On peut en effet, un peu molle, un peu inexistante. Non, je crois que si on a un discours qui est de respect par rapport aux identités qui sont en train de s'épanouir en Europe de l'Est, en Europe centrale, et peut-être chez nous aussi, eh bien, on pourra tenir un langage unificateur qui est le seul qui puisse être tenu si tant est qu'on soit responsable de l'avenir de ce continent. Merci Michel Vauzel, restez avec nous, le prochain reportage va vous intéresser parce que c'est un paradoxe. Les historiens vont plus vite que les politiques. À l'initiative de la maison d'édition française Hachette, 12 historiens de 12 pays de la communauté viennent de mettre un point final au premier manuel scolaire d'histoire européenne couvrant l'Antiquité jusqu'aux années 80. Anne Gouraud, Marie-Hélène Roqueton. L'Europe se construira sans notre Jeanne d'Arc trop nationale. Les invasions barbares seront rebaptisées invasions germaniques et nous descendants les Européens ne parlerons plus de nos ancêtres les Gaulois. Au fil des 380 pages du premier Euromanuel, les historiens des 12 pays de la communauté n'en finissent pas de remettre les pendules à l'heure européenne. Un travail en commun de 3 ans qui risque de déconcerter l'élève français. Il ne va pas forcément retrouver tous les personnages qui sont présentés comme très français ou comme des gloires françaises dans son histoire nationale. Exemple de personnages français qui ont disparu ou de Non, personnages... pas disparus, mais qui sont simplement évoqués. Vercingétorix, évoqué. Jeanne d'Arc, très peu traité, mais évoqué. Par contre, très bien traité Louis XIV, qui est considéré comme un grand monarque français et européen. Pour écrire ensemble l'histoire de l'Europe, les 12 auteurs ont dû faire abstraction de leur patriotisme naturel. Marignan 1515 s'efface ainsi devant l'Européen Erasme. Réputés pour leur chauvinisme, les Français recevront une véritable leçon d'humilité dans ce manuel. Ils considèrent que ce qu'ils disent, eux, a valeur mondiale. Et je cite toujours une phrase du général de Gaulle dans une allocution, « Nos buts qui, virgule, parce qu'ils sont français, virgule, sont dans l'intérêt de tous les hommes ». Et le lendemain, vous pouvez lire la presse, rien n'a été dit pour critiquer cela, au contraire. Traduit en 6 langues, l'Euromanuel servira dès la rentrée prochaine aux lycéens italiens et allemands. Une révolution culturelle qui leur prouvera que l'Europe n'a pas attendu 1992 pour vivre sa vie. Michel Vauzel, c'est terrible pour nous Français. On risque de perdre notre âme si Marignan disparaît, si l'histoire est gommée, enfin l'histoire française. Non, je ne crois pas. Je crois précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'on peut défendre notre identité de Français dans le cadre européen, avec une ouverture du cœur et de l'esprit qui fera que justement nous trouverons au niveau de l'Europe les vraies dimensions de notre génie national. Donc Marignan n'a rien à voir avec ça. Soyons honnêtes, les interrogations de l'Europe de l'Ouest paraissent dérisoires par rapport à la crise de l'autre Europe, et vous l'avez dit tout à l'heure, une crise qui s'accentue avec les risques de pénurie en Union soviétique et la guerre, toujours, en Yougoslavie. Francine Raymond. Osijek, sous le feu intensif de l'armée fédérale. La capitale de la Slavonie, assiégée depuis déjà 3 mois, pilonnée par des tirs de chars et de canons. En 24 heures, 14 morts, 79 blessés. Une autre ville clé cible, elle aussi, des fédéraux, Dubrovnik. L'armée et la marine fédérale bombardent depuis ce matin à l'artillerie lourde le centre historique de Dubrovnik. Une reprise des bombardements qui empêche un navire d'aide humanitaire de la communauté européenne d'accoster. Selon les organisations humanitaires, les 3/4 des habitants de Dubrovnik ont actuellement besoin de nourriture, d'abris et d'équipements de première nécessité. Le bateau attend au large, hors de portée de l'artillerie, de pouvoir procéder au déchargement de 700 tonnes de biens alimentaires et de fournitures. Les Européens sont déterminés à mener à bien cette mission. Une reprise des combats sur tous les fronts de Croatie qui ne facilite pas la tâche, c'est le moins que l'on puisse dire, de l'envoyé spécial de l'ONU, Cyrus Vance. Il doit décider à l'issue de cette mission s'il convient d'envoyer des casques bleus en Yougoslavie. Le respect du cessez-le-feu demeure l'une des conditions de l'envoi des troupes de l'ONU. Bernard Kouchner est très présent, mais paradoxalement, sa présence révèle l'impuissance et de la France et de l'Europe. Comme si on était réduit qu'à un geste humanitaire. Oui, mais c'est très malheureux et c'est pour ça que Maastricht est un enjeu important. Il faut que cette attitude scandaleuse qui consiste à dire on se met d'accord sur le plus petit commun dénominateur et consiste à ne rien faire pour que nos compatriotes de Yougoslavie ne se tirent pas dessus est quelque chose qui est scandaleux. Donc j'espère que Maastricht sera un lieu d'inspiration pour que cesse cette non-politique qui a été la politique de la communauté européenne dans l'affaire yougoslave. Et pour cela, je crois qu'il faut s'inspirer à l'avenir d'une démarche qui consiste à reconnaître encore une fois le souci des peuples de voir reconnue leur identité nationale et ensuite accompagner ces mêmes peuples vers
une réunification dans des ensembles confédéraux ou fédéraux qui respectent d'abord leur volonté d'indépendance et de liberté nationale. Merci Michel Vauzel. À Paris, une jeune femme, agent immobilier, violée et assassinée. Elle était tombée dans un piège horrible. L'auteur de ce crime lui avait demandé de visiter un appartement. Clément Veillerenal. Un petit 2 pièces sur cour au 6e étage d'un immeuble proche des Buttes Chaumont à Paris. C'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone avec Sophie Narme, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. L'homme qui a donné une fausse identité souhaite visiter l'appartement. Rendez-vous est pris mercredi 11 h. D'autres clients sont prévus dans l'après-midi, mais ils trouveront porte close, sans se douter du drame qui vient de se dérouler, sans témoin. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Rien. Personne n'a rien entendu, c'est long. Parce que voyez-vous, les gens travaillent la journée, il n'y a personne. Tard dans la soirée, le directeur de l'agence, inquiet de la disparition de son employé, découvrira le corps de la jeune femme gisant dans l'appartement. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. L'assassin a-t-il agi avec préméditation? Connaissait-il sa victime avant de prendre contact avec l'agence? Les enquêteurs, qui n'excluent aucune hypothèse, soulignent que ce guet-apens, par le biais d'une annonce immobilière, est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. Difficulté pour la 5, les résultats en audience ne sont pas à la hauteur des ambitions de ses dirigeants et cela pourrait entraîner une compression du personnel. Alain Chabot. Pascal Joseph, le directeur des programmes de la 5, vivement interpellé par l'Assemblée générale du personnel de la chaîne. Une réunion plutôt houleuse. Il est vrai qu'on parle de 150 licenciements. Simple rumeur pour l'instant puisque le plan social ne devrait être rendu public que dans une dizaine de jours. Mais d'ores et déjà, le personnel envisage sérieusement de faire grève, une première dans l'histoire de cette chaîne. Il y a eu à peu près 4/5 du personnel qui s'est prononcé pour le principe d'une grève, ce qui est absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une entreprise privée. Donc c'est pratiquement une défiance à la direction. La direction de la chaîne, justement, était reçue ce matin par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une réunion à huis clos, au terme de laquelle le CSA a rappelé aux responsables de la 5 les engagements qu'ils avaient pris l'an dernier lors de l'attribution de la chaîne au groupe Lagardère. La 5 va donc devoir respecter son cahier des charges, notamment en matière d'information. La 5, ce sont des programmes, ce sont des feuilletons, mais c'est aussi un journal, de l'information, et on sait très bien que quand un journal disparaît, c'est un peu de la liberté qui disparaît. À l'heure actuelle, le bilan est plutôt sombre. L'audience stagne à 12% et le déficit pour 91 est estimé à plus de 900 millions de francs. Bref, la direction va devoir choisir entre faire des économies difficiles, trouver beaucoup d'argent frais ou alors fermer boutique. L'honneur après la gloire, les vainqueurs de la Coupe Davis ont été reçus tout à l'heure à l'Élysée. Yannick Noah, Lecomte et Forget. Tiens, Noah a changé de coiffure. Il a mis simplement un béret pour cacher sa coiffure. Et Forget ont été accueillis par François Mitterrand qui les a félicités pour leur victoire, leur superbe victoire contre les Américains. Un autre homme aura peut-être dans quelque temps le même privilège. Il s'agit de Marc Pajot, que l'on va retrouver en direct de San Diego, en Californie. Bonsoir. Bonsoir Marc. Oui. Vous m'entendez? Bonjour pour moi, bonjour Paris. Et bonjour pour vous, parce que vous êtes en Californie et vous avez le redoutable honneur de représenter la France à la Coupe de l'América à bord du Ville de Paris. Là, j'offre aux téléspectateurs du 19-20 un avant-goût de l'émission Thalassa de Pernou en direct tout à l'heure, où votre bateau sera baptisé, Marc. Absolument, on est là donc au San Diego Yacht Club, au cœur de la Californie, à San Diego, et on prépare ce bateau Ville de Paris. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, donc c'est son baptême. Ça signifie que toute l'équipe française a travaillé pour ce bateau. Il est prêt aujourd'hui, maintenant on va devoir le mettre au point sur l'eau, mais c'est un nouveau départ. Il y a eu la construction, aujourd'hui il y a le départ sur l'eau. Alors en attendant d'être reçu peut-être grâce à votre victoire à l'Élysée, c'est Jacques Chirac qui de Paris le baptisera. Ça se passera comment dans Thalassa? Eh bien oui, au plan technique, ils vont essayer de réaliser une petite performance en faisant partir une bouteille depuis Paris et qu'elle atterrisse jusqu'au bateau ici à San Diego. Donc ça sera ce soir sur Thalassa. En attendant, nous, tout est prêt ici pour cette fête, puisque pour nous c'est quand même une grande fête. Ville de Paris qui va courir la Coupe de l'América, c'est un moment d'émotion et en même temps d'émotion pour moi, mais aussi d'émotion pour les 70
70 personnes que constitue l'équipe de France ici réunie à San Diego qui travaille depuis le mois de septembre dernier. Alors Marc Pajot, Philippe Villamidziana de l'équipe de Thalassa m'a expliqué les règles que je ne connaissais pas. Les États-Unis ne participeront pas aux épreuves éliminatoires. C'est un petit peu comme au temps de la Coupe Davis, enfin il y a quelques années. C'est assez injuste, non ? Oui, d'abord, je vais en profiter pour les féliciter, puisque je crois qu'ils sont à l'honneur encore aujourd'hui. Bravo à Yannick et à son équipe pour leur performance. Je crois qu'ils nous ont montré ce qu'il fallait faire, alors on va essayer d'en faire autant. C'est un système très particulier que celui de la Coupe de l'Amérique, qui effectivement n'est pas très bien connu du grand public, puisque le tenant du titre, ce sont aujourd'hui les Américains, le club de San Diego. Lui ne participe pas aux éliminatoires. Les éliminatoires vont donc se courir entre les 9 nations challengers qui vont pendant 4 mois lutter les uns après les autres pour pouvoir prétendre défendre, représenter les challengers. Et simplement à la fin de ces éliminatoires, j'espère que le Ville de Paris pourra rencontrer le tenant du titre, donc les Américains. Et vous pensez avoir une chance de battre tous vos adversaires lors des éliminatoires ? Vous savez bien pourquoi on est là. Je crois que cette question va de soi. Je crois qu'il faut pas minimiser les difficultés, les problèmes qu'on va rencontrer. Il faut parler des Japonais, des Italiens, des Australiens, des Néo-Zélandais pour pouvoir vraiment parler de la compétition qui va commencer ici à San Diego le 25 janvier. Ça sera très difficile. Si vous vous souvenez, c'était il y a 4 ans avec French Kiss, on était allé en demi-finale. Aujourd'hui, on a plus d'expérience, on a plus de moyens grâce à la ville de Paris et aussi au groupe Le Gris. On a une équipe beaucoup plus nombreuse. On a pu disposer de plusieurs bateaux avant de pouvoir inaugurer aujourd'hui ce Ville de Paris. Donc je crois que j'ai aujourd'hui beaucoup plus de possibilités. En tous les cas, on est venu pour gagner. Merci Marc Pajot. À tout à l'heure dans Thalassa et bonne chance. Nous allons essayer de ponctuer cette semaine agitée par un reportage drôle sur des hommes drôles, les clowns, qui se commettent au théâtre Tristan Bernard et qui ont amusé Dominique Poncet et Marie-Hélène Roqueton. Amoureux fou des spectacles épiques, du burlesque américain, des mélos, de la BD et des marionnettes, voici les Maclomas. 3 clowns, pas tout à fait comme les autres, puisque leur père spirituel s'appelle Dario Fo et que leur truc à eux, ce ne sont pas les pistes de cirque, mais les plateaux de théâtre. De l'art clownesque, pourtant, ils savent tout, du rythme des chutes au soupir des corps, en passant par les tours de passe-passe qui, en un clin d'œil, vous font basculer du rire le plus homérique dans l'émotion la plus tendre. On travaille beaucoup avec les objets, les accessoires, et souvent par analogie, par délire, par improvisation. On finit par enchaîner des situations à des situations. Comme ça, on laisse porter notre imagination. Le maquillage a beaucoup évolué depuis qu'on fait ce métier, mais on prend comme principe de réussir à faire bouger les points du visage qui soulignent les grimaces. Et puis après, petit à petit, on essaye de les cacher dans le maquillage, ça se voit plus. En réalité, il est conçu pour renforcer les grimaces. On écrit le spectacle un peu comme une partition, donc je veux dire, si on enlève une note, l'accord d'après va pas sonner juste, etc. Cette espèce de bidoche comme ça qui bouge, qui éructe, qui pète, qui pisse, mais ça n'empêche pas que c'est des notes grasses, mais des notes quand même. Ne ratez pas ces Maclomas. Que vous ayez 10, 30 ou 100 ans, ils vous éblouiront les yeux et effaceront vos bleus à l'âme. Prochaines infos 22h40 avec Marc Hautement, la météo dans 15 secondes avec Michel Touré. Bonsoir, à lundi 19h.